Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce troisième webinaire de la série Culture et citoyenneté québécoise. Je me présente, je suis Olivier Lemieux, professeur en administration et politique de l'éducation au campus de Lévis de l'Université du Québec à Rimouski, l'UQAR. Avec mes collègues Bernard Gagnon et Dany Rondeau, également professeurs à l'UQAR, nous avons le plaisir d'organiser cette série de conférences. Ces webinaires sont rendus possibles grâce à deux entités importantes, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, le CRIDAC, et le groupe de recherche en éthique ETHOS. Nous avons également le privilège d'avoir une entente avec la Direction de la formation générale des jeunes du ministère de l'Éducation du Québec, ce qui permet d'inscrire ce webinaire dans le cadre de l'offre de formation continue pour les enseignants et enseignantes du Québec. Au total, deux webinaires ont déjà eu lieu. Le premier proposant une mise en perspective historique et des défis organisationnels du programme et le deuxième abordant la compétence sociologique. La séance d'aujourd'hui traite pour sa part de la compétence en éthique et les prochaines aborderont à chaque mois les thématiques telles que la réalité culturelle, la citoyenneté, l'ouverture à la différence et l'enseignement des réalités autochtones. Chaque webinaire réunira un chercheur ou une chercheuse en sciences de l'éducation ainsi qu'un spécialiste des sciences humaines et sociales. Cette série de conférences poursuit trois objectifs essentiels, à savoir analyser comment le programme mobilise les compétences et les savoirs et comment ceux-ci sont transmis aux élèves du primaire et du secondaire. Ensuite, faciliter le dialogue entre le milieu de la recherche universitaire et celui de la pratique enseignante en impliquant enseignants, pédagogues et parents intéressés par les thématiques du programme. Et enfin, réfléchir sur le rôle de l'éducation dans la transmission des savoirs, des compétences et des valeurs liées à la question du vivre ensemble au Québec. Le webinaire d'aujourd'hui poursuit notre réflexion collective en invitant nos deux conférencières à exprimer leur vision à l'égard des thèmes de l'éthique, de l'esprit critique et de l'ouverture à l'autre portés par le programme Culture et citoyenneté québécoise. Ces conférencières sont Dany Rondeau, qui est philosophe, professeure en éthique à l'UQAR et directrice de la revue Éthica, revue interdisciplinaire de recherche en éthique. Ses travaux en philosophie pratique portent sur le pluralisme culturel, moral et épistémique, sur les conditions d'une philosophie interculturelle et sur les processus de réconciliation post-conflit. En éthique appliquée, elle s'intéresse à l'éthique professionnelle et organisationnelle et à l'enseignement de l'éthique. Pour sa part, Sivan Hirsch, professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval, elle détient un doctorat en éducation de l'Université Laval également et un doctorat en sociologie de l'Université René Descartes, la Sorbonne. Elle s'intéresse à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle et religieuse à l'école, dans les pratiques du personnel enseignant et dans la formation initiale et continue à cet égard. C'est dans ce contexte qu'elle s'intéresse à l'enseignement des thèmes sensibles, mais aussi aux enjeux d'éducation au sein des communautés minoritaires comme les Assidimes de Montréal. Chacune dispose de 20 minutes pour la présentation et à l'issue de ces interventions, nous poursuivrons avec une période de questions. Mais maintenant, assez parlé, je laisse la parole à ma collègue Dany, que j'ai bien hâte d'écouter, et je vous souhaite à vous aussi une excellente écoute. Merci à vous et bon webinaire. Merci Olivier. Bonjour tout le monde. Je vais débuter ma présentation par une confession. J'ai été extrêmement déçue quand on a annoncé qu'on allait remplacer éthique et culture religieuse par un programme d'éducation à la citoyenneté. Pourquoi? Parce que je trouvais que le programme ECR était un excellent programme pour préparer les élèves au vivre ensemble dans une société de plus en plus hétérogène. Il contribuait réellement à ses finalités, la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun. Parce qu'il portait sur des sujets sensibles, son processus d'élaboration et d'implantation avait été exemplaire, au sens d'un exemple à reproduire. Il y avait eu de nombreuses consultations auprès de toutes les parties prenantes et une opération de formation continue du personnel enseignant, jamais vue jusqu'alors, qui avait permis de relever des problèmes puis de se réajuster. Il n'a peut-être pas suscité l'unanimité, mais il avait obtenu un consensus certain. Et c'est d'ailleurs un modèle qui suscite encore beaucoup d'intérêt à l'extérieur du Québec. C'est pourquoi je pense qu'on n'aurait pas dû s'en débarrasser comme ça. On aurait dû en faire l'évaluation, y apporter des modifications et mettre en valeur l'éducation à la citoyenneté
qu'il proposait. Le plus triste dans cette histoire, c'est que CCQ ne répond pas aux reproches adressés à ECR par les enseignantes et les enseignants. Il suscite à l'heure actuelle les mêmes mécontentements. Et il remplace des problèmes par d'autres. La principale controverse autour de CR concernait l'enseignement de la culture religieuse, c'est un sujet sensible. Avec CCQ, c'est l'éducation à la sexualité, un autre sujet sensible. Un recours a déjà été déposé en cours supérieur pour demander une exemption des cours d'éducation à la sexualité. Et une pétition circule pour demander la suppression de CCQ. C'est la même histoire qu'avec ECR, mais on le sait, ça vient que d'un nombre restreint d'individus. Bon, maintenant, il va falloir vivre avec CCQ. Peut-être jusqu'à quand, je ne le sais pas. Mais en dépit de ce que je viens de dire, je pense que c'est un bon programme. La dynamique des deux compétences sera probablement pédagogiquement féconde parce que on a intérêt à apprendre à réfléchir de manière rigoureuse sur une question. Parce que pour réfléchir de manière rigoureuse sur une question éthique, on a intérêt à comprendre la réalité culturelle dans laquelle elle s'inscrit. Puis aussi, le fait d'avoir intégré la pratique du dialogue aux deux compétences, plutôt que d'en faire une troisième compétence, a sûrement dû être accueilli positivement par les enseignantes et les enseignants. Plusieurs se souviendront dans plusieurs formations comment la question de l'évaluation de la pratique du dialogue monopolisait le temps. Alors, mon propos aujourd'hui porte sur l'éthique et la conception de l'éthique dans CCQ. Il va s'articuler autour de 3 points. La hiérarchisation des 3 finalités du programme, la conception de l'éthique dans le programme et dans la compétence 2, et la reconnaissance de soi. D'abord, ce que vous lisez, c'est tiré du programme. Le programme Éthique et culture religieuse contribue au déploiement de 3 finalités. Préparer à l'exercice de la citoyenneté, viser la reconnaissance de soi et de l'autre, poursuivre le bien commun. On lit ensuite que la première finalité du programme est de préparer les élèves au plein exercice de la citoyenneté québécoise. Les 2 autres finalités se situent à l'intérieur de celle-ci. Il y a donc une sorte de hiérarchisation entre les finalités du programme. La finalité la plus finale est d'ordre utilitaire, ce qui est un oxymore, alors que les 2 autres finalités, qui sont posées comme des moyens de préparer au plein exercice de la citoyenneté, sont des finalités éthiques parce qu'elles posent des valeurs et des idéaux moraux. C'est une distinction majeure avec le problème ECR, pardon. Mais ECR était un programme d'éthique. Ce n'est pas le cas de CCQ. Un programme d'éthique aurait articulé différemment les finalités, en faisant de la poursuite du bien commun et de la reconnaissance de l'autre, ses finalités, et de l'exercice de la citoyenneté, un moyen, une compétence, en vue de ses fins. Je me suis demandé sur quel diagnostic s'appuyait la priorisation des finalités adoptée par CCQ. Je m'explique. ECR répondait à un problème diagnostiqué. La société québécoise étant de plus en plus hétérogène, la diversité, principalement culturelle et religieuse, donc forcément aussi morale, posait un défi au vivre ensemble. Rappelons-nous, on est à l'époque des 2 jugements de la Cour suprême sur le port du kirpan à l'école et de ce qu'on a appelé la crise des accommodements raisonnables parmi d'autres exemples. Et c'est sur la base de ce diagnostic qu'a été construit ECR. Quel diagnostic a été effectué pour CCQ? Que les élèves sont mal préparés à exercer leur citoyenneté? Non, on n'a rien là-dessus. Quelques sorties de Jean-François Lisée quand il était chef du PQ, et je le soupçonne d'ailleurs d'avoir jamais lu ECR parce qu'il aurait vu que c'était aussi un cours d'éducation à la citoyenneté. Mais une éducation à la citoyenneté libérale, humaniste au sens philosophique du terme. Au début de son premier mandat,
le gouvernement de la CAQ a dit à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de problème avec ECR. Le ministre Roberge en avait même pris la défense en disant qu'il l'avait lui-même enseigné et que c'était un bon programme. Puis, le gouvernement de la CAQ s'est approprié la question identitaire, monopolisée jusque-là par le PQ. La loi 21 et CCQ en sont des résultats. Ce sont donc des motifs politiques et partisans qui sont à l'origine de CCQ. Toutefois, on peut quand même en faire un diagnostic. La diversité s'est encore complexifiée au Québec depuis les débuts de CR, ce qui pose de nouveaux problèmes au vivre ensemble. D'autres formes de diversité se sont affirmées, qui ont attisé le débat public, la diversité sexuelle et la diversité de genre notamment. Pour cette raison, le retrait de la compétence 2 du programme ECR, manifester une compréhension du phénomène religieux, se justifiait parce que cette compétence se concentrait sur le pluralisme religieux, ce qui laissait peu de place aux autres formes de diversité. Donc, il fallait faire cette place aux autres formes de diversité et intégrer, il fallait bien la mettre quelque part, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation à la sexualité. Mais ce nouveau diagnostic ne justifie pas la priorisation des finalités qui est faite dans CCQ. Il est aberrant qu'une finalité utilitaire l'emporte sur des finalités éthiques, surtout dans le seul cours du programme de formation de l'École québécoise qui fait de l'éducation à l'éthique. Permettez-moi de suggérer que préparer les élèves à l'exercice de la citoyenneté devrait être un moyen ou une compétence pour la poursuite du bien commun et la reconnaissance de l'autre. Je passe à mon deuxième point. L'éthique dans le programme CCQ. Contrairement à ECR, je l'ai dit, CCQ n'est pas un programme d'éthique. Et on a vu dans ce que je viens de dire comment l'espace de l'éthique s'y est rétréci. Les rédacteurs du programme suggèrent dans un premier temps que CCQ s'inscrit plutôt dans la discipline de la philosophie éthique, dans celle de la socio aussi. Sur ce point, les rédacteurs du programme ont tort. On ne trouve pas de traces du tout de la philosophie dans le programme, ni dans la compétence 2. Le programme est toutefois plus exact lorsqu'il parle d'une approche éthique. Mais tout de suite après, il y est écrit ce qui suit, que l'éthique est un domaine de la philosophie qui recherche le bien, le bon et le juste. D'abord, il est faux de dire que l'éthique est uniquement un domaine de la philosophie. L'éthique s'intéresse à l'agir humain, à ce qui est une action bonne, juste et raisonnable, et aussi à partir de quoi on détermine ce qui est bon, juste ou raisonnable, à la détermination des valeurs, à la motivation, etc. Plusieurs autres objets en lien avec l'agir humain, que plusieurs autres disciplines pour lesquelles, des questions pour lesquelles plusieurs autres disciplines ont des réponses. Par exemple, quand il s'agit d'expliquer cet agir chez l'individu, c'est la psychologie morale qui fait de l'éthique. Quand il s'agit de l'expliquer au sein d'un groupe ou d'une société, ce sont les sciences sociales qui s'en occupent, dont la sociologie et l'anthropologie. Quand on s'intéresse au raisonnement qui justifie telles actions, principes ou normes, c'est la philosophie morale, une branche de la philosophie évidemment, qui s'occupe de produire ces raisons. Quand on réfléchit aux concepts qui entrent dans le discours éthico-moral, on fait de la métaéthique. Ça aussi, c'est un domaine de la philosophie. Quand on s'intéresse à l'agir qui découle des enseignements des livres sacrés, c'est la théologie qui fait de l'éthique. Il y a aussi le droit qui s'occupe de donner une forme juridique aux intuitions morales communément partagées. Bon, il est vrai toutefois que l'éthique, comme philosophie morale, a notamment pour mission de rechercher le bien, le bon et le juste. Mais la théologie morale aussi. Toutefois, c'est pas ça que fait le programme CCQ, c'est pas ça que fait la compétence 2, réfléchir sur des questions éthiques. C'est donc la dernière phrase de cette définition un peu confuse qu'il faut retenir. L'éthique est une démarche dialogique,
réflexive, critique et rationnelle, portant sur les options ou les actions acceptables ou à privilégier, dans les situations où il y a des tensions entre des valeurs, des normes, des règles, des conduites, des préférences, des expériences et des ressentis, ou lorsqu'il est difficile ou impossible de satisfaire tout le monde. Alors, voici la schématisation pour ceux et celles qui n'auraient pas le programme entre les mains. Voici la schématisation de la compétence 2 avec ses 4 composantes. Donc, dans CCQ, l'éthique est principalement une démarche. L'élève n'y apprendra pas de philosophie, ni de connaissances théoriques en éthique. Il va développer une forme de réflexion tournée vers l'agir, en tenant compte de tout ce qui entre dans une situation. Il s'exercera à identifier et examiner des options dans des situations difficiles où se posent des enjeux éthiques, à évaluer leurs conséquences, à évaluer les raisons, les arguments qui fondent ces options. Bien sûr, il va développer une connaissance et une maîtrise des concepts qui entrent dans la réflexion éthique, comme ceux de valeurs, de normes, parce qu'il en a besoin pour nommer et pour interagir avec autrui, pour dialoguer. Mais la C2, la compétence 2, ne demande pas aux élèves, au terme du processus, de prendre des décisions, de trancher, mais seulement d'envisager des options et de les examiner. Ce qui est bien dommage, car l'éthique relève d'un engagement qui n'est pas requis par la simple identification de réponses hypothétiques. C'est l'engagement envers une solution proposée parmi d'autres qui fait l'éthique. Autrement dit, c'est la capacité de dire « je pense que c'est ça la meilleure solution, voici pourquoi » qui fait l'éthique. En faisant ça, l'élève affirme qu'il répond de sa décision devant les autres, c'est-à-dire qu'il en a saisi les implications, notamment les conséquences sur soi, sur autrui et sur le monde, et juge qu'on doit les assumer, ces conséquences. Et en faisant cela, il engage sa responsabilité. C'est ça le cœur de l'éthique. Et il est dommage que le programme n'aille pas jusque-là. Mais c'était le cas de CR aussi. Sauf que les élèves du secondaire sont capables de comprendre le sens de ces engagements et devraient apprendre ainsi à s'engager plus sérieusement quand il s'agit d'adopter des positions éthiques. Ça, ce serait important pour une éducation à la citoyenneté. Cette conception de l'éthique que je viens de décrire, qui est en fait de l'éthique appliquée, et qu'on retrouve dans le programme CCQ, s'appelle pragmatiste. Même si on ne trouvera pas cette qualification nulle part dans le programme et qu'elle s'est probablement imposée à l'insu des personnes qui ont élaboré CCQ. Parce qu'on le sait, cette compétence a été reprise du programme ECR, dans lequel la visée pragmatiste avait été voulue. Qu'entend-on par conception pragmatiste de l'éthique? Pour le philosophe éthicien Luc Bégin, être compétent au plan éthique, c'est être capable d'agir en situation éthique par la mise en œuvre volontaire de ressources internes et externes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, d'abord qu'une compétence se développe en la pratiquant, donc en situation. On devient compétent sur le plan de l'éthique en étant confronté à des situations difficiles qui posent un problème éthique, et non pas en mobilisant ou en appliquant des connaissances théoriques. Et on apprend à résoudre ces situations en mobilisant des ressources internes, sa volonté, son autonomie, son imagination, sa réflexion, et des ressources externes comme les normes, les lois, les règles, les valeurs, les engagements, les attentes. Cette approche de l'éthique requiert donc de faire réfléchir les élèves sur des problèmes éthiques concrets qui se posent en situation, plutôt que sur des problèmes abstraits comme on le fait en philosophie morale, ou encore sur des situations fictives qui sont le plus près possible de la réalité. Des études montrent que c'est l'approche pédagogique de l'éthique la plus efficace pour développer chez les jeunes l'attention éthique, la sensibilité éthique, leur conscience morale et leurs compétences éthiques à long terme. Je passe maintenant à mon troisième point,
la reconnaissance de soi. On retrouve la reconnaissance de soi dans la deuxième finalité du programme, la reconnaissance de soi et de l'autre. Dans le programme ECR, la reconnaissance de l'autre était avec la reconnaissance de l'autre était avec la poursuite du bien commun une des deux finalités. Il n'était pas question de reconnaissance de soi, mais on pouvait y lire que la reconnaissance de l'autre était indissociable de la connaissance du soi. Je me suis beaucoup questionnée sur les raisons qui justifient l'ajout de reconnaissance de soi, car j'en vois pas du tout la pertinence. Mais le programme s'en explique et j'ai reformulé un peu pour raccourcir, mais ça trahit pas le sens. La reconnaissance de soi est une des conditions du développement de la pensée critique, puisque sans reconnaissance de sa propre valeur, il est difficile de procéder à une mise à distance de ses idées et ses valeurs et d'en faire l'examen. Cette phrase n'est pas vraie parce que la prémisse est fausse. Ça prend de la confiance en soi, surtout, et non la reconnaissance de soi pour être critique envers ses idées. Mais surtout, c'est la connaissance de soi, comme on le disait dans ECR, le connais-toi toi-même de Socrate, qui est une condition de la pensée critique. S'il faut prétendre à la philosophie dans ce programme, ça serait le temps. La reconnaissance de soi, c'est bien différent de la connaissance de soi. Reconnaissance et connaissance sont des concepts qui relèvent de registres différents. La connaissance relève du registre épistémologique, critique aussi, alors que la reconnaissance relève du registre éthique et axiologique. Le mot axiologique renvoie à l'évaluation et à l'attribution de valeur. La reconnaissance est donc tout à fait pertinente lorsqu'il s'agit de reconnaître l'autre, car l'autre ou l'altérité, c'est l'étrangeté, le différent, le non pareil à soi qu'on a tendance à rejeter ou dont on se méfie. Et il faut un mouvement, un effort même de la volonté ou une éducation de la volonté pour reconnaître cet autre comme un égal en droit et en dignité. La reconnaissance, c'est ça. Reconnaître égale en droit et en dignité. Ça vient avec une attribution de valeur. Il me semble que cette attribution de valeur n'est pas nécessaire par rapport à soi. Bon, sauf peut-être dans des situations thérapeutiques quand l'estime de soi a été dénigrée. Mais en dehors de ces cas, l'enfant, l'élève, est naturellement, psychologiquement égocentrique dès le début de sa vie, au sens où tout part de lui. Et tout le travail de l'éducation à l'éthique, comme l'ont montré Piaget et Kohlberg avant d'autres, c'est d'amener l'élève à prendre l'autre en compte, à se soucier de l'autre, à intégrer les intérêts d'autrui dans sa réflexion, dans ses décisions. Tout le travail de l'éducation à l'éthique, c'est d'amener l'élève à se décentrer par rapport à soi et à tenir compte des conséquences que son agir a sur autrui et sur le monde. Il n'y a pas d'éthique sans l'autre. Je me suis donc demandé, encore une fois, à partir de quel diagnostic on avait établi qu'il faut promouvoir la reconnaissance de soi. Et je me suis dit que j'avais peut-être mal compris le sens de cette expression, que la reconnaissance de soi signifiait peut-être la reconnaissance du soi collectif. Il y a une expression pour qualifier la promotion de la reconnaissance du soi collectif. C'est le nationalisme. Or, ça me semble contre-productif sur le plan de l'éducation, sur le plan du développement de la pensée critique des jeunes et sur le plan de l'éducation à l'éthique. Mais je l'ai dit, on n'est pas dans un programme d'éducation à l'éthique. On est dans un cours d'éducation à la citoyenneté qui est bien marqué sur le plan idéologique. Mais si l'éducation à la citoyenneté doit être une forme de socialisation politique des jeunes, au sens noble et non partisan du mot politique, on n'a pas besoin d'insister sur la reconnaissance de soi. Dans un programme scolaire, c'est la reconnaissance de l'autre qui a besoin d'être cultivée chez les enfants et chez les jeunes.
Mais heureusement, je pense que les thèmes du programme, y contribuent. Alors, sur ce, je vais passer, le relais à ma collègue, Sivan et je vous remercie. Comme vous allez voir, moi, je vais poursuivre pas mal, là où, Dany, s'arrête dans sa réflexion, c'est-à-dire, je vais aller plus dans éventuellement dans la partie, pratique de cette réflexion, puis je l'ai pris plus par la fin. J'ai donc, mis comme titre «Faire place à la diversité dans les cours de culture et citoyenneté québécoise» et en fait, pour arriver à ma réflexion, j'ai quand même, je vais quand même passer, comme, Dany avec une petite, mise en scène, d'abord, et en fait, moi, je voulais m'arrêter d'abord sur justement des tensions en présence dans ce programme. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant dans ce programme parce que, heu, j'ai la façon que le programme s'est construit, il est, vraiment, il se présente à travers des duos, ce que j'ai appelé ici. Donc culture et citoyenneté, sociologie et éthique, dialogue et pensée critique, et je suis tout à fait d'accord avec Dany que ce n'est pas un programme d'éthique, ce n'est pas non plus un programme de sociologie. Quand on réfléchit à la didactique, c'est quelque chose qui est vraiment difficile parce qu'en fait, culture on peut pas faire de la didactique de la culture et citoyenneté québécoise. C'est un programme et non pas une discipline, mais c'est un programme qui amène vraiment 2 disciplines, articule 2 disciplines, on va voir, l'intérêt, et articule 2 idées, différentes, donc faire l'enseignement sur la culture et la citoyenneté, puis tout ça avec québécoise, on va voir, puis avec des outils, des pensées finalement, et je suis tout à fait d'accord avec Dany aussi là-dessus. En fait, ce que le programme propose avant tout, ce sont des outils de pensée, une méthodologie, développer une façon de penser et d'agir éventuellement dans la société. Je commence par, mon duo, culture et citoyenneté, puis j'ai fait, une démarche similaire à celle de Dany, c'est-à-dire que je suis allée voir qu'est-ce que dit le programme de ces termes, et quand on parle de culture, vous pouvez voir dans la définition qu'on parle d'une culture de façon très générale. En fait, on ne parle pas de la culture québécoise. D'ailleurs, c'est peut-être vous l'avez déjà peut-être entendu plusieurs fois, mais quand on écrit culture et citoyenneté québécoise, québécoise n'est pas en pluriel, donc c'est vraiment la citoyenneté québécoise, donc culture et citoyenneté québécoise. Et cette culture-là, donc, qui se veut, qu'on veut réfléchir de façon plus large, on prend comme exemple, finalement, si je peux m'exprimer ainsi, la culture québécoise, parce que c'est ici qu'on vit. Donc, on essaie de mieux comprendre la culture, la façon dont on vit ensemble finalement dans une société donnée à l'aide de la culture, de ce qui fait commun entre les personnes vivantes dans cette société. Euh, mais on va s'intéresser à la culture à l'aide de la sociologie et de l'éthique de façon plus large. On rappelle d'ailleurs dans le programme aussi cette idée d'une culture première qui désigne, comme vous pouvez voir ici, les repères et les évidences du quotidien, et la culture seconde qui va faire plus appel à des systèmes de signification et des symboles que l'humanité a produits, que dit le programme. Donc, vous voyez jusqu'à quel point on va aller loin. Donc, pas tout de suite, pas en première année de primaire, mais petit à petit, on va aller de plus en plus loin dans ce qu'on peut envisager, réfléchir comme produit de la culture. Et on réfléchit aussi sur le fait que la culture est à la fois héritage et devenir des collectivités. Donc, c'est ce qu'on a reçu, mais c'est ce qu'on va faire aussi. Mon autre côté de duo, donc évidemment citoyenneté, comment le programme définit citoyenneté? Bien, il nous dit que c'est les liens entre les individus et les communautés politiques organisées auxquelles ils appartiennent. Puis c'est aussi la citoyenneté qui implique l'attribution des droits civils, politiques et sociaux, ainsi que des obligations et des responsabilités, notamment en matière de participation et de respect des lois. Donc, en fait, cette définition de citoyenneté revient beaucoup sur, en fait, ce qui organise notre vie en société, et non pas tant, comment on va, créer une société. Puis encore une fois, là-dessus, je peux faire des liens avec ce que disait Dany, dans la mesure où,
cette idée de citoyenneté est assez pratico-pratique. Elle n'est pas une citoyenneté qui nous pousse à penser comment est-ce qu'on veut créer cette société. Puis là-dessus, la reconnaissance de soi et de l'autre et la poursuite du bien commun, pour moi, doivent construire cette citoyenneté-là. Bon. Contrairement à Dani, moi, je me permets beaucoup plus de liberté. Là-dedans, je me dis, ben, parfait, on veut parler d'exercer la citoyenneté, mais ce qui nous intéresse, c'est comment être cette citoyenneté-là, comment elle va être, cette société. Et c'est là où je reviens d'ailleurs au texte à la fois de Denis et d'Olivier Lemieux et Sabrina Moisin, où on voit de différentes approches à cette citoyenneté. Donc, par exemple, on peut parler de différentes dimensions de la citoyenneté, dimension juridique, civile, justement, qui est très présente dans le programme CCQ. La dimension plus civique politique, qui va plus parler de la participation à des institutions. Et la dimension identitaire sociale qui, elle, revient finalement à cette création d'une culture commune, ce sentiment d'appartenance finalement à une culture commune. Mais on peut aussi réfléchir pas juste à partir de la dimension de la citoyenneté, mais aussi quels sont les modes, les différents modes de la citoyenneté et comment ça nous amène plus loin finalement. Puis dans cette dans cette façon de voir la citoyenneté, je pense qu'on peut toujours choisir de travailler différents modes. On n'a pas besoin de choisir en fait. On peut à chaque fois choisir un autre mode pour finalement travailler ces différents modes ensemble. Parce que la citoyenneté doit être à la fois une citoyenneté responsable qui respecte les règles et les normes. Elle doit être aussi une citoyenneté participative qui s'implique, qui invite à s'impliquer dans la communauté qui nous entoure. Et à la fois une citoyenneté qui est orientée vers la justice. Et donc, c'est-à-dire d'être bien informé, critique, engagé dans la vie politique. Et pour moi, ces idées-là guident cette réflexion de c'est quoi la citoyenneté qu'on peut travailler dans les cours culture et citoyenneté québécoise. Et pour bien le travailler, ben, en fait, là, on a les différents outils que propose à la fois la sociologie et l'éthique, et c'est vrai encore une fois que c'est présenté beaucoup comme des outils, donc des méthodologies de travail, même les concepts, on les réfléchit, ou des cas théoriques, on les réfléchit comme comment on peut mieux les comprendre, ou saisir de ces concepts-là pour l'appliquer ou les appliquer en pluriel à une meilleure compréhension du monde dans lequel on vit, mais aussi à exercer notre citoyenneté. Moi, je mets beaucoup d'importance sur ces mots, exercer sa citoyenneté, parce que je pense que c'est là la différence entre juste dire c'est une vision de la citoyenneté qui est très imposée, ou qu'est-ce qu'on va faire avec cette citoyenneté-là. Donc, je reviens à cette idée qu'on n'apprend pas donc la culture québécoise, mais des manières à mieux comprendre la culture québécoise ou autre culture qu'on peut examiner en comparaison avec la culture québécoise. Donc, si je veux mieux comprendre ce qui se passe au Québec aujourd'hui, je ne peux pas m'isoler, je ne vais pas me mettre dans une bulle et penser juste culture québécoise, mais je vais comprendre comment les différents aspects de la culture telle qu'on les vit au Québec, ben, on peut mieux les comprendre quand on se compare avec ce qui se passe ailleurs, ou de façon plus large, ou en famille. Vous voyez, il y a différentes échelles en fait qu'on peut entreprendre. Quelques exemples des réalités culturelles, parce que vous voyez, là aussi, il y a des tensions, toujours des duos. Ça apparaît toujours à deux. Identité et appartenance, justice et droit, groupes sociaux et rapports de pouvoir, ce sont des exemples. Ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est que ça nous invite régulièrement, alors je ne sais pas si c'était ça l'intention, mais moi je le lis comme ça nous invite à penser non pas sur un concept fermé. Maintenant, aujourd'hui, je pense l'identité et demain, je vais penser l'appartenance, parce que les choses sont liées. Et donc, en les mettant en duo, dans cette tension-là, on peut voir beaucoup mieux l'espace qui se crée. Si on met identité ici, appartenance ici, ben en fait, c'est tout l'espace au milieu qui nous intéresse et qu'on va pouvoir réfléchir avec les nuances qui s'imposent. Des fois, on met plus d'accent sur l'identité dans la vie, et des fois, on met plus d'accent sur l'appartenance. C'est tout à fait normal, ça fait partie de la société humaine, des relations qui se créent dans une société humaine. En mettant les deux thèmes ensemble, ça nous permet cette danse entre les extrêmes, finalement, les deux concepts, pour mieux comprendre comment ils font partie de notre vie.
Euh, Puis ça nous permet, dans la façon que les thèmes sont présentés, avoir des manifestations diverses sur les mêmes concepts pour les comprendre. Puis là, j'ai mis l'image des guides pédagogiques sur lesquels nous travaillons avec Sabrina Moisin en ce moment, où en fait, on travaille sur comment présenter, réfléchir sur l'histoire du Québec et les différents moments de l'histoire du Québec. Et on les intègre après dans la réflexion sur les éléments de culture de la société québécoise pour CCQ à travers, donc, on a l'histoire du Québec, mais cette histoire-là n'est pas uniforme, elle n'est pas homogène forcément. Il y a différentes communautés, différents acteurs qui ont participé à cette histoire-là. Et donc, en mettant l'accent sur différentes situations, ben, on peut enrichir notre compréhension de la réalité qu'on étudie. Donc, c'est un exemple. Et donc, finalement, le programme nous parle, en fait, nous invite à une meilleure cohésion sociale quand même, il me semble, avec évidemment ses visées. Mais le programme dit aussi, la citation que j'ai mise ici, dans une société démocratique comme le Québec, les conditions d'un vivre ensemble et de la cohésion sociale se définissent à l'intersection pardon, du cadre commun et de la reconnaissance de la diversité sociale et culturelle. Donc ici, on voit différents aspects de l'éducation. On voit la socialisation, à la fois donc la transmission, oui, des valeurs, mais des valeurs d'une société démocratique et plurielle qui reconnaît la diversité, justement, dans une logique d'une poursuite du bien commun, qui est un enjeu vraiment difficile, hein, parce que c'est qui décide de ce bien commun-là, mais on pourra y revenir. Et à l'intérieur, en fait, en se donnant comme outil de penser le dialogue, pensée et interaction, finalement, le dialogue et la pensée critique. Ce qui m'amène à, donc là, vous voyez les liens un peu que j'ai fait entre l'éthique, la pensée critique et l'ouverture à l'autre. Mais ça m'amène à la question de l'ouverture à l'autre davantage, et donc c'est ce que j'ai appelé faire place à la diversité. Puis, ça nous ramène encore une fois à ce duo de deux compétences. Les deux compétences nous proposent différentes façons de faire place à la diversité, de s'ouvrir à l'autre. Mais c'est vraiment écrit dans les compétences, et là, j'ai copié-collé du programme les éléments qui me semblaient les plus pertinents à cet égard. Peut-être qu'il y en a d'autres. Donc, en sociologie, on nous dit qu'on veut intégrer différentes perspectives dans une interprétation. On nous dit aussi qu'on veut analyser les relations sociales en caractérisant les relations entre différentes personnes, groupes et institutions, en situant ces relations-là dans le temps et dans l'espace, et en comparant les significations. Donc, vous voyez jusqu'à quel point on a place à réfléchir la diversité des points de vue, des perspectives, pardon, ici. Puis, de l'autre côté, en éthique, et c'est là où j'ai vu examiner une diversité de points de vue, et donc à nouveau, considérer ces diversités, comparer les différents points de vue, contextualiser. Donc, on apprend, encore une fois, hein, c'est des outils qui nous sont proposés pour penser la diversité, puis après à se mettre en dialogue et en tenant compte des différents points de vue, des ressentis, des expériences des autres. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est majeur dans le programme CCQ, en lien avec justement la poursuite, la reconnaissance de soi et de l'autre d'abord, mais avec l'idée de la poursuite du bien commun. On ne peut pas arriver à cette compétence-là, à cette visée-là, si on n'a pas été capable d'entendre justement, de passer par l'étape de reconnaissance de soi et de l'autre. Et je ne reviens pas sur les enjeux plus philosophiques de reconnaissance de soi et de l'autre. Je les prends vraiment comme tels, c'est-à-dire que cette idée que je dois d'abord, c'est vrai que je les prends probablement plus comme connaissance de soi et après reconnaissance de l'autre. C'est peut-être une mauvaise habitude qu'on a prise avec SR, ou une bonne habitude, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire faire place à la diversité donc? Ça veut dire d'abord reconnaître que dans une société démocratique, il y a une pluralité de façons de voir le monde, de manière et d'y vivre qui cohabitent. Et on les dit, mais c'est quand même vraiment fort comme élément de pensée. C'est-à-dire que c'est reconnaître qu'une autre façon de voir le monde, mais la société dans laquelle on vit, entre autres, et la société québécoise en particulier, hein, parce que c'est la société qui nous intéresse ici, cette façon de voir le monde, elle est une parmi d'autres.
elle n'est pas la seule, puis on doit apprendre à vivre avec cette diversité-là. Donc, ce n'est pas une diversité qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas une diversité qui est dans les marges. Ça fait partie de la définition même de ce que c'est une société démocratique et plurielle. Donc, c'est l'essence même pour moi d'une société démocratique. Ça veut dire que aussi, faire place à la diversité, ça veut dire qu'on doit supposer qu'une pluralité des réponses donc, est possible, même lorsque cela peut confronter la nôtre. On est parfois en désaccord profond avec les autres points de vue et parfois c'est les autres points de vue qui prennent les devants. Comment on vit avec ça dans une société? Puis enfin, ça veut dire aussi apprendre à tout simplement nommer cette diversité parce qu'on est rendu que c'est, et Dani a fait à quelques reprises référence à ce thème sensible-là. Hein. Avant, c'était la religion, maintenant, c'est la sexualité. Mais en fait, c'est la diversité en soi qui nous rend mal à l'aise. C'est comment parler de cet autre. Hein. On a dit ouverture à l'autre, mais comment on parle de l'autre? Est-ce que moi, je suis l'autre ou c'est l'autre qui est l'autre? Et comment on se situe, autrement dit, dans cette diversité-là? Et comment on parle avec les autres de cette diversité-là? Hein, c'est vraiment tout le temps une réflexion. Est-ce que je m'impose comme c'est moi la norme, vous êtes les marges? Est-ce que c'est moi finalement qui dois être plus nuancé et complexe dans mes commentaires? Donc, ça s'apprend. Et c'est ça qui nous amène finalement au thème sensible. Et c'est parmi vous qui me connaissent déjà, vous savez que je travaille beaucoup sur cette question, entre autres avec Sabrina Moisin, où on a travaillé ici sur une définition de c'est quoi ce thème sensible-là. Donc, des objets difficiles de savoir, donc difficiles à savoir, mobilisant des valeurs et des représentations sociales qui sont complexes et multifacettes parce qu'ils concernent les manières de vivre en société dans un contexte scolaire pluriel où il n'est pas toujours possible de jouer d'un consensus. Je vous dirais que c'est de moins en moins possible. En s'imposant en classe, souvent de manière inopinée, ils peuvent remettre en question les status quo par leur fort potentiel subversif. Cette définition est assez dense. Il y a plusieurs aspects dans ces dimensions. Puis, ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, on l'a divisé en 4 dimensions. Puis, la première dimension, en fait, c'est celle qui nous guide le plus ici par rapport à la diversité, c'est cette dimension éthique. Donc, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Mais c'est celle qui nous rappelle que les thèmes sensibles, en fait, touchent directement justement les valeurs et les représentations sociales, que ça revient à questionner les rôles même de l'éducation. Est-ce que je suis ici pour instruire, pour transmettre des savoirs? Dani a parlé tout à l'heure du fait que on n'enseigne plus l'éthique, on donne des outils. Est-ce que c'est mon rôle de l'enseigner l'éthique ici ou de donner des outils? C'est exactement la question. La socialisation à des valeurs de la société ou la socialisation à la pluralité des valeurs et donc c'est une autre valeur de la société. Donc, comment est-ce que je vois mon rôle? Toute cette question que j'essaie d'amener ici sur les normes versus les marges, où est-ce qu'on est dans cette construction sociale générale. Puis, cette idée de pensée critique qu'on veut développer chez nos élèves, on veut qu'ils amènent, qu'ils développent un regard plus critique, qu'ils questionnent davantage ce qu'ils reçoivent, mais en même temps, on veut leur transmettre des connaissances. Et donc, en fait, ce que ça fait, c'est que souvent, ils questionnent ce que nous, on amène comme connaissances. Et ça, c'est un peu troublant, parfois pour nous, dans notre rôle d'enseignant. Je trouve que c'est extraordinaire par ailleurs. Hein. Mais c'est juste que c'est des fois difficile à vivre. Et j'attire votre attention aussi aux autres dimensions qui sont liées, hein, parce qu'elles parlent tout le temps de cette diversité-là. Donc, la diversité sociale qui est présente en société et dans notre classe. La dimension politique qui rappelle donc cette réflexion sur les rapports de pouvoir qui amène ces enjeux, parce que quand on est dans une diversité, quand on pense à la diversité, est-ce que les rapports entre ce qui fait partie de la norme, ce qui est considéré comme divers de la norme, ben c'est déjà un rapport de pouvoir qui se construit là. Puis tout cela, évidemment, devient un enjeu pédagogique ou un défi pédagogique important parce que en tant qu'enseignant, enseignante, on est devant une classe et on doit être capable d'amener tout ça. Hein.
les dimensions éthiques, la compétence éthique, la compétence sociologique, les différents outils de pensée qui doivent amener une pensée critique, un beau dialogue entre les jeunes, mais en même temps, on a des choses à transmettre et on doit surveiller à ce que certains aspects de la culture ou de la citoyenneté québécoise, comme par exemple la reconnaissance de soi et de l'autre, seraient au cœur de notre action. Donc, il y a quand même une belle danse à mettre sur place avec tous ces enjeux-là. Je termine donc avec quelques réflexions rapides. Je vais dépasser de petites minutes, mes 20 minutes, parce que je voudrais vraiment rappeler ce défi pédagogique-là. Il y a des choses qu'on peut faire pour que ça marche finalement. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est le rôle même de l'école d'amener cette éducation citoyenne. Je ne sais pas si on peut appeler ça éducation à la citoyenneté. Hein. Moi, je considère que les élèves sont déjà des citoyens aujourd'hui, pas en devenir. Ils sont des citoyens, ils sont des jeunes citoyens. Ils n'ont peut-être pas encore tous les droits. Ils ne sont pas citoyens dans le sens juridique du terme, mais ce sont des citoyens qui peuvent agir, qui peuvent réfléchir, qui doivent apprendre à vivre les uns avec les autres. Donc, c'est mon premier défi hein, entre respect et transmission. Je pense que c'est extrêmement important de faire place aux émotions plutôt que de entièrement les occulter, les mettre de côté, mais que cette réflexion, à partir des émotions, on doit mieux comprendre ou mieux réfléchir à comment nous, on arrive à n'importe quelle discussion. Et donc, comme ça, on peut développer en fait mieux notre pensée critique, hein, mieux comprendre, ben, moi, comment je suis arrivée à cette discussion, pourquoi ça m'atteint, pourquoi je suis si touchée dans mes émotions. Qu'est-ce que ça veut dire sur ce thème? Qu'est-ce que ça veut dire sur la façon dont on peut réfléchir ce thème? Et je pense que c'est vraiment des choses qu'on travaille bien dans la dimension éthique avec les outils proposés. Donc, oui, pragmatique, mais de façon très efficace, il me semble, en tout cas possiblement efficace. Je voudrais aussi attirer votre attention sur cette idée de brave space, un espace de courage. C'est un concept qui parle avec l'idée de safe space, espace plus de sécurité. Mais au lieu de dire, ben, on veut que tout le monde soit en sécurité, non, c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il soit suffisamment bien pour apprendre des choses. Et ce qui arrive souvent, c'est que quand on fait partie de la majorité, c'est très confortable de ne pas être ébranlé et de juste entendre ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais être capable d'entendre, de faire place à la diversité, c'est aussi être capable d'entendre des choses qui nous mettent mal à l'aise, qui amènent un certain inconfort. On pourrait dire qu'on veut que les élèves apprennent à être plus à l'aise, être mal à l'aise. C'est ma nouvelle phrase, je l'aime bien. Et tout ça, ça nous amène à penser notre propre positionnalité en tant qu'enseignant-enseignante, mais aussi amener justement nos élèves à comprendre, et nos jeunes, nos jeunes citoyens, de comprendre qu'ils arrivent avec un certain bagage culturel à une discussion, puis qu'ils devraient, dans ce sens, réussir à reconnaître justement, hein, c'est peut-être ça, la reconnaissance de soi et la reconnaissance de l'autre, et donc être capable de rentrer en dialogue en ce sens. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, Sivan. Merci beaucoup, Dani, pour vos deux interventions très pertinentes. Nous passerions maintenant à la période de questions. Nous disposons environ d'une vingtaine de minutes pour les questions. Je vois déjà que M. Roy souhaite casser la glace. C'est à vous. Oui, bonjour. Moi, je suis Denis Jocelyn-Roy de Rimouski. Je suis un chargé de cours à l'UQAR pour la formation des maîtres au primaire comme au secondaire. Il y a beaucoup de questions à poser, mais je vais essayer de m'en tenir d'abord avec Madame Rondeau. C'est comme on dirait un prolongement de ce qui avait déjà été fait dans le webinaire 1. On nous parlait là, de l'éducation physique depuis les années 50 et tout ça. Là où moi j'ai des difficultés, c'est avec le mot compétence. Le mot compétence, on le retrouve partout. À un moment donné, on sent que ça a comme des connotations différentes. En plus du programme CCQ, on a aussi, on nous dit qu'il faut se mettre en lien avec le référentiel des compétences professionnelles, dans lequel on a aussi beaucoup de composantes. Alors, j'aimerais voir comment s'y retrouver avec l'idée là, de compétences. Et pour ce qui est de l'éducation à la citoyenneté,
Ma question, c'est, on l'avait déjà en formation personnelle et sociale. Quand on a fait la réforme à l'école québécoise, on a décidé de l'enlever pour faire de la place à l'histoire qui récupérait l'éducation à la citoyenneté. Est-ce que, ma question, c'est celle-là, est-ce qu'on a constaté que les profs d'histoire n'étaient pas trop intéressés à l'histoire de la citoyenneté? Alors, on a mis ça de côté, puis là, ben, il fallait se rattraper. On se dit, ben là, on va remplacer l'éthique et culture religieuse pour citoyenneté. Pour l'autre, la deuxième intervenante, moi, je trouve qu'il y a énormément de contenu pertinent, mais où est-ce qu'on va trouver le temps pour faire le point là-dessus? L'ensemble des enseignants, il faut d'abord comme, se mettre à jour, et je pense entre autres à celles et ceux qui sont sur le terrain présentement, qui doivent commencer le programme dès maintenant, puis ceux qui sont en train de se préparer au bac dès la première année. Alors, il me semble qu'il y aurait besoin comme je sais pas trop, d'un temps d'arrêt, sinon une espèce de formation quelque part qui permettrait à tout un chacun de se mettre à jour parce qu'il y a énormément de contenu et c'est un contenu, je trouve, qui est pertinent et intéressant justement pour notre formation personnelle d'enseignant. Vous avez fait allusion à plein de choses qui me rappelaient un peu le premier référentiel des années de hein, la culture première, le passeur culturel, qu'on ne l'a pas nommé, mais il y avait ces descriptions-là. Alors, est-ce que c'est des éléments qu'on se doit de récupérer pour être en mesure de pouvoir prolonger correctement éthique et culture religieuse? Je serais Dany à répondre en premier à la question de M. Roy. Merci, Denis, pour tes questions. Je pense que la deuxième question sur l'éducation à la citoyenneté, c'était plus un commentaire qu'une question. Je saurais pas, sinon, je n'ai pas bien compris la question. Mais sur la compétence, euh, bon, je pense que le programme ne définit pas ce que c'est une compétence, mais il y a toute une littérature qui définit ce que c'est qu'une compétence. Mais l'idée principale, c'est que on développe, je ne vais pas utiliser l'expression savoir-faire parce que compétence a pour objectif de remplacer le savoir-faire ou le savoir-agir, ou ces trois savoirs, savoir-être, savoir-agir, savoir-faire. La compétence, c'est quelque chose qui se développe quand on le pratique. Alors, je ne sais pas si, Denis, tu faisais référence à l'utilisation de la compétence dans le programme, l'utilisation de la notion de compétence dans le programme, ou si tu faisais référence à l'utilisation de la compétence quand j'ai défini ce que c'est que la compétence éthique d'un point de vue pragmatiste. Mais il n'y a pas vraiment de différence. Hein. C'est un concept extrêmement présent en éducation, puis en éthique appliquée aussi. Les travaux récents en éthique appliquée empruntent, dans la perspective pragmatiste justement, empruntent à la notion de compétence en éducation, choisissent une notion de compétence qui est vraiment axée vers l'idée d'une capacité qui se développe quand on est confronté à des situations, et ça dans tous les domaines. Mais moi, je parlais de compétences éthiques. Donc, c'est une capacité qui se développe en mobilisant des ressources qu'on a en soi, puis des ressources aussi qui sont celles de l'environnement social auquel on appartient, donc des normes, des valeurs, etc. Et ça nous permet de traiter ces informations et de produire une réponse adaptée à la situation et non pas d'aller chercher des réponses ailleurs, des réponses déjà toutes faites, des réponses générales qui sont produites pour des situations générales. Alors, la notion de compétence, elle est utilisée dans les contextes où on veut que la personne apprenante apprenne à solutionner des problèmes dans des situations singulières parce qu'elle risque de rencontrer dans sa vie tout le temps des situations singulières différentes. Il y a pas de il y a des situations types, mais c'est jamais des situations types qu'on rencontre, c'est toujours des situations singulières. Bon, j'espère que ça répond un peu à ta question, mais je vais m'arrêter parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Sylvane, maintenant. Ben, en fait, moi, je vais juste peut-être ajouter un élément en lien avec l'histoire des compétences et en lien du coup aussi avec la question de la formation initiale, continue. Je pense que c'est un changement important qu'on voit dans le programme CCQ par rapport à SCR, c'est que ce n'est pas une compétence éthique et une compétence en sociologie. Ce sont deux compétences qui sont très articulées ensemble tout au long des traitements des thématiques
étudiées. D'ailleurs, au primaire, ne sont vraiment pas distinctes. Et au secondaire, on va les distinguer, puis on va développer justement encore plus les outils, les approches, les méthodologies en lien avec ces compétences-là. Puis, c'est à la fois un grand... Je pense que ça devient plus clair à ce moment-là, c'est quoi une compétence? C'est-à-dire que c'est une compétence de lire le monde ou de voir le monde ou d'aborder le monde dans lequel on vit à travers ces lunettes-là. Donc, les outils de l'éthique et les outils de la sociologie. Puis après, on peut faire les critiques d'effectivement, est-ce que c'est la meilleure façon d'aborder l'éthique ou est-ce que c'est la meilleure façon d'aborder la socio, comme il y avait la discussion avec Denis Jeffrey la dernière fois. Ceci étant, à ce moment-là, en fait, moi, je dois avouer que pour moi, ces moments de passage entre les deux programmes, et là, je me permets de le dire de façon très personnelle finalement, mais moi, je l'aurais pris de façon un peu moins dramatique, dans le sens où on a quand même beaucoup de choses qui restent des thématiques et des aspects de la compétence éthique qui ressemblent beaucoup à ce qu'il y avait avant en ECR. Ça nous permet un peu de surfer sur cette question, puis petit à petit, se faire une main. Je pense que cette idée, et je ne sais pas pourquoi il y a cette idée dans le monde qu'on peut changer comme ça d'un jour à l'autre, d'un programme à un autre, évidemment que ce n'est pas possible et je dirais que je ne pense pas qu'il y a personne qui avait cette attente-là, mais dans l'idée qu'on développe des compétences et que ces compétences-là sont bien articulées entre la socio et l'éthique à travers les différentes visées, je pense qu'en fait, on peut très bien développer ça au fur et à mesure qu'on travaille avec le programme. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça se fait bien, je pense. Merci beaucoup. Une autre question dans l'audience? Je me permettrai alors une question pour ma part en attendant les prochaines. Elle s'adresse essentiellement à Dany, mais je suis convaincu, Sivan, que tu auras quelque chose à dire aussi probablement sur cette question-là. En fait, j'ai trouvé intéressant, Dany, que tu amènes ta lecture autour de la reconnaissance de soi. J'avoue que depuis le départ, moi, cette visée-là, bon, reconnaissance de l'autre, on sait bien c'est quoi, la connaissance de soi aussi. Reconnaissance de soi, j'avoue que moi aussi, c'est toujours quelque chose qui me paraissait un peu flou comme concept. J'ai trouvé intéressant que tu proposes une lecture qui suggère que ce soit une reconnaissance du soi collectif potentiellement, qu'on pourrait lier à un certain nationalisme. On se rappelle en fait la déclaration un peu maladroite lorsqu'on avait annoncé la réforme du programme là, de la ministre Guilbeault qui avait dit vouloir faire un programme un peu plus chauvin que CR. À ta lecture, donc là, on est beaucoup dans les compétences, dans les visées, etc. Mais à ta lecture, lorsque tu regardes les savoirs là, qui sont proposés, donc les éléments de contenu qui sont proposés dans le programme, est-ce que tu es d'avis que c'est un programme chauvin, nationaliste, ou qu'on a affaire à ce genre de programme-là, ou finalement, finalement, on a un programme qui n'est pas en adéquation avec cette déclaration-là, ou encore avec cette idée d'une reconnaissance du soi collectif, là? Merci pour ta question. Bon, d'abord, je pense que c'est un fait. Un programme pédagogique, ça se fait avec des comités d'experts. Tout le monde a des idées différentes. Tout le monde veut mettre son stock dans le programme et les rédacteurs du programme essaient de concilier ça. Les rédacteurs du programme comprennent pas toujours ce que les experts disent non plus parce que c'est pas toujours clair non plus. Et donc, la reconnaissance de soi, à mon sens, sachant qui était autour de la table, vient du fait qu'on a voulu ajouter dans la compétence éthique. Puis, avec raison, je pense, comme le disait Sivan, l'idée des émotions, qui était pas... Parce que la compétence éthique, c'est vrai qu'elle est à peu près la même chose que dans ECR, sauf que on a ajouté la prise en compte des émotions ou des ressentis, c'est le thème utilisé, là, c'est qui est... Bon. Mais ça vient de ceux qui auraient voulu voir du care, ça vient des courants liés à l'empathie et tout ça. Moi, je trouve que c'est un ajout qui est intéressant dans la perspective où le dit Sivan, c'est-à-dire que prendre conscience des émotions qu'on ressent, ça nous dit quelque chose de nous, puis de notre rapport à la situation, puis de notre rapport aux autres, puis de notre rapport au monde. Et le concept de reconnaissance de soi, il est lié à ce même type de vocabulaire.
La reconnaissance de soi, c'est se tourner vers soi, comme l'empathie, c'est quelque chose qui vient de soi, qui est lié aux émotions, qui est lié, hein, on se brasse les tripes, puis ça va là-dedans. Bon. Et finalement, on est resté avec reconnaissance de soi, mais avec pas d'explicitation pertinente dans le programme de d'où ça vient, ce concept-là, alors qu'on avait connaissance de soi dans ECR, puis ça faisait du sens. Maintenant, ta question de savoir si c'est un programme chauvin, le titre, oui. Puis ça, beaucoup d'enseignants ont été très, très allergiques au titre. Alors, c'est là qu'on voit que c'est une commande politique, parce que le programme, il est bon. Le programme, il est bon. On a choisi de remplacer l'enseignement de la culture religieuse par quelque chose d'autre qui est tout aussi pertinent, puis on ne peut pas tout faire à l'école. Mais le choix, il se justifie. Le choix inverse, il se justifiait également. Puis comme je l'ai dit, par rapport au contexte actuel, ben, ce changement-là, moins focusé sur le pluralisme religieux, ça me semble tout à fait pertinent. Mais le titre, qui est la prérogative du ministre, hein, c'est le ministre qui nomme le programme, c'est chauvin. Mais au-delà du titre, dans les Les contenus. contenus, non, 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 on est dans quelque chose qui est tout à fait, qui ressemble beaucoup à ECR, puis qui a évolué en fonction des nouvelles réalités sociales ou Mhm. culturelles. Merci. Sylvane, est-ce que tu souhaitais Je suis tout à intervenir fait sur ça? d'accord avec Dani. J'ai Oui, rien à ajouter. parfait. Ça vient. Donc, on se laissera du temps pour les questions d'Alexandre et Baudouin D. Je ne sais pas quel est son prénom, mais Alexandre, côté, ce sera à vous de poser votre question. Oui. OK, super. Moi, je suis enseignant de philosophie au Cégep de Rimouski. Donc, c'est un peu moi, finalement, qui reçoit certains des étudiants donc, qui sont issus de ECR ou CCQ maintenant. Puis, donc, je reçois les étudiants, finalement, issus du secondaire. Une chose que je remarque quand même quand on parlait du pluralisme, c'est que j'ai l'impression qu'ils confondent vraiment pluralisme et relativisme, là. Puis ça, je sais pas s'il y a comme des balises qui sont prévues, mais tout se vaut finalement. Donc la dimension écoute est là, mais que ce soit une affaire ou l'autre, finalement, tout est bon, là. Fait que, réussir quand même à établir certains critères, comparatifs. Euh, Puis aussi, j'ai peut-être une question pour la place de l'esprit critique. Je sais pas quelle est-elle, mais par rapport, par exemple, au biais cognitif, est-ce qu'il y a des choses dans le programme de CCQ, aussi ce qu'on appelle, nous, les sophismes, mais qu'on appelait les entraves au dialogue, en fait, là, maintenant, les étudiants connaissaient beaucoup plus ça, mais est-ce que ça disparaît ou... bref, c'est pas mal ça. Je commence par la fin, c'est le plus facile. Les sophismes qui étaient des entraves sont rendus maintenant des erreurs de raisonnement. Moi, je suis d'ailleurs plus ou moins d'accord avec cette idée que c'est un erreur de raisonnement parce que parfois, c'est les bons raisonnements, c'est les raisonnements parfois, mais c'est plus l'usage qu'on en fait qui devient erroné, hein, ou pas, selon l'usage qu'on en fait. Mais ça existe toujours, donc on peut le trouver dans erreur de raisonnement. Puis il y a même d'autres qui se sont rajoutés au fil des ans. Je remonte donc avec la question de pluralisme versus relativisme et je les reprends sur mon angle de tension. Parce que justement, c'est cette tension que j'essaie d'exprimer entre d'une part faire place à, puis d'autre part transmettre des idées, transmettre des valeurs. On travaille beaucoup à l'université quand on forme les futurs enseignants pour dire, pour reconnaître les moments où en fait ce sont des valeurs, les valeurs de la société québécoise qui sont clairement reconnues comme telles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont partagées par toutes les personnes au Québec, n'est-ce pas? Si je peux prendre un exemple facile, c'est égalité homme-femme. Hein. Tout le monde aime parler d'égalité homme-femme, mais j'ai eu pas plus tard que mardi dernier une présentation de mes étudiantes quatre gars d'étudiants qui disaient qui ont fait la présentation sur l'équité salariale, ou devrais-je dire l'absence d'équité salariale entre hommes et femmes. Et donc, il y a eu une réflexion autour de ça. Puis, il y a quand même une belle discussion à avoir. Puis, c'est sûr que ce n'est pas parce que c'est dans le programme ou même qu'on forme nos enseignants, enseignantes pour travailler là-dessus que ça marche directement. Mais c'est cette idée de dire
il y a des choses qu'on accepte, qu'on peut penser autrement. Donc, ça veut dire que moi, je peux penser qu'égalité homme-femme, c'est une valeur principale. Quelqu'un d'autre peut penser que ce n'est pas une valeur principale. Mais il reste que l'école québécoise fait ouvertement et clairement la promotion de cette valeur-là. C'est une valeur qui est inscrite dans le PFQ, dans le programme de formation de l'école québécoise, et comme telle, c'est cette valeur-là qu'un enseignant doit mettre de l'avant. Donc, à ce moment-là, on peut reconnaître le fait qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec nous et ils ont le droit de penser autrement, mais à l'école, on va quand même insister sur certaines valeurs. Et ça, c'est un défi, je pense, pas juste pour les enseignants et enseignantes en CCQ, mais pour nous tous et toutes, dans nos rapports les uns avec les autres dans la société. Je pense que c'est de plus en plus difficile de reconnaître que d'autres personnes ne sont pas d'accord avec nous et que c'est correct. On le dit, hein, on aime beaucoup dire la phrase on va être d'accord qu'on n'est pas d'accord, mais en fait, on trouve ça difficile à vivre. Et donc, c'est la tension entre ces deux options-là, d'accepter et en même temps ne pas tout accepter, avoir effectivement des critères de dire, ben, moi, il y a des choses que je n'accepte pas ici au Québec ou à l'école québécoise, mais ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas penser ces idées-là. J'ajouterais, d'abord, pour ce qui est de la pratique du dialogue, il y a peu de changements entre les deux programmes, donc les élèves vont continuer d'être bien formés, je pense, sur le plan du raisonnement, aussi bien qu'avec ECR. Le problème du relativisme vient, je pense, j'en ai un peu parlé dans ma communication, du fait qu'on ne va pas au bout de la réflexion éthique. On ne demande pas à l'élève de prendre une décision. Parce que l'élève est amené à examiner plusieurs options et il va être capable d'en éliminer. Je pense que le programme permet de reconnaître qu'il y a de bonnes options, puis qu'il y a de moins bonnes options et qu'il y a de mauvaises options en fonction des conséquences produites par les options, puis aussi en regard des finalités du programme. En tout cas, c'est souvent ce qu'on disait aux enseignants en ECR, hein, dans une société postmoderne où il n'y a pas de critères du bien reconnu par tous, ben, ce sont les finalités. Est-ce que cette option-là contribue à la poursuite du bien commun et à la reconnaissance de l'autre? C'était un bon critère. Mais quand l'élève doit prendre position, il doit dire pourquoi il pense que cette option-là est la meilleure dans toutes les options qui existent. Et doit donc développer une argumentation qui doit être en quelque sorte acceptée par les autres, hein, reconnue comme raisonnable par les autres. Et là, on peut discuter de la meilleure ou des meilleures, parce qu'il pourrait y avoir une ou deux ou trois solutions qui sont les meilleures dans une situation. Mais je pense qu'on risquerait moins de stagner au relativisme si on faisait le pas supplémentaire de demander aux élèves de prendre une décision après l'analyse qu'ils ont fait de l'examen des différentes options. Merci beaucoup. Donc, nous approchons la fin du webinaire. Néanmoins, comme Mme Beaudoin a été très patiente, je vous laisserai tout de même poser votre question et ensuite, donc là, on terminera là, avec les réponses de Sivan et Dany. Donc, à vous. Merci. Dominique Beaudoin, je suis conseillère pédagogique au secondaire, responsable du dossier CCQ. Je suis à Rouyn-Noranda. Alors, je trouvais ça très éclairant ce que vous m'avez dit. Et Madame Rondeau, ma question s'adresse à vous parce que vous venez de renchérir un peu sur cet élément-là et ça m'a étonnée parce qu'on complète la compétence en éthique avec le fait d'avoir à élaborer un point de vue. Donc oui, il y a l'évaluation des différents points de vue, mais à la fin, on leur demande de justifier leur choix, de rendre compte de leur raisonnement, puis même d'y aller avec certains critères. Là, c'est plus difficile parce qu'on leur demande de les élaborer eux-mêmes. C'est pas évident de les encadrer puis de les amener là. Fait que je me demandais qu'est-ce qui faisait que vous disiez que c'était pas qu'on n'allait pas au bout de la réflexion éthique parce que je propose aux enseignants cette démarche-là où les élèves ont à essayer de trouver différentes possibilités pour répondre à un enjeu éthique, de les ordonner pour les amener à comprendre quelles sont leurs visions, leurs priorités, de les comparer avec les autres, mais à la suite de choisir, puis ça fait aussi partie du cadre d'évaluation des apprentissages, d'avoir une réponse, le développement d'un point de vue, d'être capable de l'exprimer
par rapport à la situation de façon claire, cohérente, appuyée sur des idées pertinentes. Donc, j'aurais aimé comprendre quelle était la nuance que vous ameniez là-dessus. Oui. Quand on lit l'explicitation de la dernière composante de la compétence, élaborer un point de vue, on a identifié des réponses possibles, on a évalué les effets des réponses sur soi, puis justifier ses choix à l'aide de critères. Donc, on insiste beaucoup dans l'élaboration du point de vue pour que je sais pas moi, les 3 options qu'on a identifiées, elles soient bien justifiées, qu'elles soient bien élaborées en termes de raisonnement. Mais on demande pas on demande pas à l'élève de prendre une décision, ce qui serait l'étape de trancher finalement entre ces options. Et c'était la même chose dans ECR. Ça avait été un débat d'ailleurs, autant dans l'élaboration de je dis autant, ça a été un débat dans l'élaboration de CR. Je ne sais pas si le débat s'est reproduit dans l'élaboration de CCQ, mais on avait décidé de ne pas aller jusqu'à prendre une décision, parce que dans des versions antérieures du programme ECR, il y avait prendre une décision et on l'a retiré pour insister davantage sur l'élaboration du point de vue, sur la mobilisation des éléments du raisonnement qui sont nécessaires pour supporter une option, puis une autre, puis une autre. Comme quand on fait travailler les élèves en classe, on fait un débat, puis on leur dit, bon, vous autres, vous avez la position du oui. C'est pas grave si c'est pas votre position. Travaillez-le à partir du oui, puis les autres à partir du non. Les élèves sont capables de faire ça, mais c'est pas inutile. Ça fait travailler leur raisonnement. C'est super important aussi. Mais je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin. Puis je pense que si vous le faites, vous n'êtes pas tant que ça contrevenante. Vous êtes contrevenante à ce qui est dit dans le programme, mais sûrement pas à la compétence éthique. Je me lance là parce que là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Dani. Pas bien que des fois, je ne sois pas tout à fait d'accord avec Dani. Parce que moi je le lis peut-être plus comme vous, Madame Baudouin, en fait, c'est-à-dire que pour moi, élaborer un point de vue, c'est mon point de vue à partir justement, mais qui ouvre la porte au fait que mon point de vue n'est pas juste simple et unique. Il est nuancé, complexifié et il prend compte des différents points de vue. Donc, je parlais tout à l'heure de cette idée d'être pas dans les extrêmes, mais dans tout cet espace qui se crée entre les tensions, entre des idées. Je pense que beaucoup plus souvent que d'autres, moi, si on me demande mon point de vue, j'aurais envie de dire, je sais pas. Puis je vais commencer comme ça, finalement, plutôt que dire oui ou non, pour ou contre. Et en fait, je pense, d'ailleurs, moi, je suis assez opposée à l'idée des débats de ce genre de oui, pour ou contre, oui ou non, justement parce que je pense que c'est un jeu qui n'est pas lié à la réalité des élèves, alors que, ou des adultes, d'ailleurs, ça ne devrait pas être lié aux réalités des élèves. On devrait être capable beaucoup mieux dans une société plurielle et démocratique, faire place à différents enjeux, à différents besoins. Sinon, cette idée de poursuite du bien commun ne peut jamais marcher parce que le bien commun va être, lui, le bien des plus forts, de ceux qui ont le plus de pouvoir politique, mais aussi ceux qui ont le plus peut-être de nombre, d'espace, qui sont déjà là. Alors que élaborer un point de vue peut nous permettre de prendre en compte les idées des autres avec lesquelles peut-être on est plus ou moins d'accord, de considérer leurs perspectives qui sont souvent très, mais parfois juste un peu différentes des nôtres, mais ne sont pas les mêmes en tout cas, d'identifier le fait qu'il y a plus qu'une réponse possible, alors peut-être qu'il y a une réponse qui ramasse quelques options et que justifier tout cela. Pour moi, ça, c'est élaborer un point de vue et c'est pas prendre une décision forcément d'action, mais c'est prendre une décision pour soi, c'est construire son propre point de vue de façon beaucoup plus, elle est nuancée, complexe et réfléchie et sensible aux autres, sensible ici, pas parce que c'est sensible, mais sensible à ce qui se passe autour de nous. Pour moi, c'est une condition de base pour la vie ensemble dans une société plurielle et démocratique. Et c'est pour ça que je pense d'ailleurs que moi, c'est comme ça que je lis d'ailleurs le programme. Donc, je ne pense pas du tout que c'est contraire au programme. Puis, c'est aussi
pour moi l'essence de la compétence en sociologie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de dire la compétence en sociologie, c'est quoi la bonne réponse. On peut analyser de diverses manières, on a des outils, avec ces outils-là, on peut proposer plusieurs réponses. Peut-être qu'on ne va pas être d'accord sur la réponse, même si on a vu la même chose, on a observé de la même manière, on a utilisé les mêmes outils et on ne va pas analyser de la même façon. Et ça fait partie de la vie, encore une fois, dans une société démocratique et plurielle. Et je m'arrête. Si je peux me permettre, je pense pas que tu es en désaccord avec moi. Tu défends bien cette composante-là, élaborer un point de vue. Je la trouve importante aussi. Ce que je dis, c'est qu'il faut se mouiller à la fin. Parce que ce que tu dis, c'est vrai, c'est nécessaire. Il faut faire ce travail-là qui suppose de chercher une solution la plus consensuelle, si on veut. Mais dans la vraie vie, il faut se mouiller. Et c'est cette dimension de l'engagement que jusqu'où va pas, à mon avis, le programme CCQ. C'est-à-dire de dire que si j'avais une décision vraie à prendre dans cette situation-là, malgré les conséquences négatives qui en découlent, c'est celle-là que je prendrais parce qu'il faut bien en prendre une. Parce qu'il faut que j'en trouve une meilleure réponse finalement. Parce que dans la vraie vie, il faut trancher. Mesdames, Idéalement, de façon moins stricte. je vous remercie pour vos réponses. Nous terminerons sur cet élément de discorde entre... non, non, Yay! je blague. Donc, je vous remercie ardemment pour vos interventions, pour les réponses également. C'est très stimulant comme webinaire. Je rappelle aux participants et aux participantes que l'enregistrement du webinaire sera accessible au cours des prochains jours sur YouTube, notamment. Également que la série se poursuit dès janvier. Donc, dès le 16 janvier prochain, nous continuerons avec des interventions de Jean-Philippe Perrault et Denis Simard qui interviendront sur les réalités culturelles, la culture et le monde commun portés par Culture et Citoyenneté québécoise. Bref, j'espère vous y retrouver et je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui et principalement, je remercie Danny Rondeau et Sylvain Hirsch pour leur intervention.